Je vais vous faire, en fait, surtout 2 temps dans le sens enfin 3 temps même. Plutôt un temps où je vais vous expliquer un peu le contexte et les prémices de pourquoi on s'est intéressé aux ordonnances de déconstruction. Et puis un deuxième temps où Nelly, présentera son travail, exploratoire de recherche et d'analyse. Et puis un temps, d'échange et de discussion avec, vos questions sur ces thématiques-là. Alors, je suis obligée de vous présenter, dans quel contexte, s'inscrit, cette recherche et cette étude. C'est dans le cadre du programme Astral, qui est un projet, financé par la région et porté par, Nobatec, qui signifie accélérer la structuration territoriale du réemploi en architecture par l'approche du lien et qui travaille vraiment, un travail fin, de création de liens, de boucles, locales, notamment en s'appuyant sur, 2 typologies d'acteurs qui, jusqu'ici, à mon sens, avaient été un petit peu, laissés de côté dans toutes les analyses, recherches, méthodes qui avaient été produites, notamment les collectivités, les agglomérations et les entreprises. Parce que les maîtrises d'ouvrage, bailleurs, architectes, bureaux d'études, et cetera, sont d'autres actions qui sont menées à côté, pour lesquelles aujourd'hui on a des programmes de formation, qui permettent de les accompagner à monter en compétence sur les sujets. Alors, ne prenez pas peur, c'est une constellation astrale. Vous avez le projet au milieu astral qui porte 3 grands piliers, un pilier études, un pilier action de coopération et un pilier de diffusion. Dans le pilier études, on va avoir ce travail, exploratoire d'analyse et de recherche autour des ordonnances de déconstruction, des études de flux un peu génériques sur des flux, liés à l'agglomération puisque notre, territoire de recherche, c'est le territoire de la CAPB, la communauté d'agglomération du Pays basque. En partenariat donc avec la CAPB, on a pu mener, différentes études et puis des études de mesure d'impact, encore une fois avec un travail d'analyse et recherche. Sur le volet action, coopération, on a un travail en direct avec l'agglomération sur des tests exploratoires, mesures d'impact, études de flux, et cetera. Il y a tout un travail qui a été mené avec les entreprises de travaux, exclusivement travaux, j'entends, donc tout corps d'État, démolition, plomberie, électricité, et cetera, pour lesquels on a produit, une mesure d'accompagnement, qui sont des masterclass spécialisées qui ont débouché pour elles sur des feuilles de route et on a mené aussi avec elles des ateliers de coopération avec différentes typologies d'acteurs. Et puis bientôt, en termes d'action, il va y avoir des ateliers avec des villes et des villages du Pays basque, de la CAPB, qui se sont portés volontaires. Et puis, évidemment, on a tout un pôle diffusion, parce que c'était aussi un projet financé par la région autour de webinaires et d'un fanzine créé. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse principalement à cette partie études et aux ordonnances de déconstruction aux USA, qui a été fait en partenariat avec le laboratoire du TRI. Puisque ça va nous servir derrière, vous verrez, dans les ateliers de travail avec les villages, et les collectivités, les villes et les villages mobilisés sur le territoire du Pays basque. Bon, ça, c'est très vite, très succinctement, une petite frise. Vous voyez, aujourd'hui, on arrive à la fin de l'analyse et recherche en mai, et donc on va pouvoir, grâce à ce travail d'analyse et recherche aussi, travailler avec les villes et les villages. Les masterclass ont eu lieu plutôt en septembre. Il y a eu d'autres analyses qui avaient lieu en amont. Et puis, on a toujours des ateliers avec l'agglomération qui sont en cours jusqu'en septembre 2026. Alors, pourquoi les USA? Je vais devoir vous parler très succinctement de mon parcours. Moi, je suis architecte à la base et j'ai travaillé en agence d'architecture jusqu'en 2014 où j'ai commencé à toucher du doigt les sujets du réemploi que j'ai continué d'approfondir en 2015 jusqu'en 2023 chez Bellastock en travaillant à l'échelle nationale et européenne sur des programmes de recherche. Et puis, en 2023, j'ai postulé pour partir en résidence à la Villa Albertine. La Villa Albertine, c'est une résidence portée par l'Institut français. Qui a son équivalence, par exemple, à Rome avec la Villa Médicis, la Casa Velázquez en Espagne, etc. Et donc, il s'agissait de partir en résidence aux États-Unis. Et moi, j'ai cherché un petit peu quel était le niveau d'avancement des États-Unis en matière de réemploi de matériaux de construction. Et je suis vite tombée sur la ville de Portland comme étant une ville pionnière, notamment parce qu'elle avait mis en place quelque chose de très spécifique que je vais vous expliquer juste après. Et puis, j'ai rejoint Nobatec en 2024 et j'ai eu l'opportunité de travailler sur ce programme Astral que j'ai monté autour de comment on allait pouvoir accélérer la structuration localement de la filière et de la mise en place de la filière de réemploi.
Alors Portland en Oregon, c'est une ville évidemment qui est énormément portée par son industrie du bois et qui a su vraiment se renouveler autour de ça, c'est-à-dire euh, euh, prendre en compte les modifications, l'évolution des pratiques, etc., mais tout en gardant un vrai savoir-faire autour du bois et de son patrimoine bâti. Aujourd'hui, elle est encore la productrice de 16% de la production nationale de bois. Donc évidemment, bah, c'est un territoire marqué par le bois, mais aussi marqué par une population assez militante qui, euh, qui a décidé autour des années, en fait, c'est apparu assez vite, 2015, commencer à manifester contre la démolition sauvage de ces bâtiments et notamment de ces maisons. Ça a été entendu, alors je vais aller assez vite, hein, mais ça a été entendu par le Bureau du Sustainable Development. Et de ça, a pu commencer à naître donc un pôle d'acteurs qui a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour arrêter de démolir les maisons, mais préserver ces matériaux pour rendre plus acceptable en fait la transformation de la ville. Il faut savoir aussi que c'était une ville qui possédait déjà 2 magasins de matériaux de réemploi avant la mise en place de ce conciliabule autour de la déconstruction soignée. Voilà, là vous avez un peu l'évolution, donc c'est à partir de 2015 que ça a commencé à évoluer, et puis il y a eu une première ordonnance de déconstruction qui encourageait, incitait à la déconstruction soignée au travers de différentes mesures incitatives comme des subventions, le raccourcissement du temps d'obtention du permis de démolir, etc., jusqu'à en faire quelque chose d'obligatoire pour les maisons construites en 1917 et avant. Et puis, cette ordonnance a été mise à jour pour remonter cette date à 1940. Voilà, 1916, pardon. Donc, toutes les maisons construites en 1916 et avant, voilà ce qu'on peut voir. Donc, évidemment, tout ça, ça s'est accompagné de mesures autour de la formation, de l'accompagnement. Et aujourd'hui, si en 2015, il y avait 2 déconstructeurs, en 2023, ils en comptaient 17. Et ils me disaient, on en a suffisamment pour la ville, donc on va essayer de maintenant atténuer, mais essayer de répliquer ça dans d'autres villes. Alors, petit rappel sur le contexte américain. Aux États-Unis, c'est un État fédéral, ça veut dire que donc c'est un pouvoir qui est partagé entre le gouvernement central et des gouvernements locaux, avec des États localement qui disposent de leur propre constitution, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses, ses propres lois et ses propres institutions. Ça veut dire que ça leur permet localement de légiférer dans de nombreux domaines, notamment celui de l'environnement, avec des ajustements concernant notamment l'économie circulaire, qui peuvent complètement varier d'un État à l'autre, et aussi même dans un même État, d'une ville à l'autre. Donc, cette ordonnance de déconstruction, dans le cadre de Portland, elle s'attaque quand même sur des marchés privés, de la maison individuelle, etc. Et donc, pas vraiment à la commande publique, mais vous verrez que ce n'est pas forcément le cas pour toutes les villes. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ne possèdent pas comme en France un code de la commande publique, un code de l'environnement. Voilà, donc faut avoir en tête qu'on a donc d'un côté un fonctionnement américain très flexible, local, rapide, a priori efficace, hein, et en France, quelque chose de très encadré, homogène, plus sécurisé juridiquement. C'est là que donc cet exemple de Portland m'a donné envie en fait d'explorer et d'aller chercher un peu plus loin. Et c'est dans le cadre de ce projet qu'on a eu l'occasion de monter un partenariat avec le laboratoire du tri. Et c'est là où je passe la main à Nelly. Merci Mathilde. Et bah, du coup, je suis Nelly Leblond. Je suis chercheuse au CNRS et porteuse de la chaire Transition et Résidus, donc qui s'intéresse aux sociétés saisies à partir de leurs restes. Et donc, on a rejoint Mathilde avec également Lucille Cox, qui est ici présente et qui est stagiaire en Master 2 et qui nous a aidé du coup à généraliser l'approche en étudiant d'autres cas aux États-Unis et un petit peu au Canada. Donc, sur la diapo suivante, juste pour revenir sur la méthode. Nous sommes partis de la littérature, donc à la fois des publications académiques sur la déconstruction et le réemploi, des articles publiés dans la presse locale, et puis de la littérature technique, donc les textes des ordonnances qui sont en ligne, les études préalables conduites dans les différentes villes, et puis les rapports d'analyse et retours d'expérience. Donc c'est un corpus assez riche, finalement, bien que ce soit un sujet niche, et qui contient notamment des entretiens et puis du matériel issu des principaux porteurs, donc on n'a pas eu à les réinterviewer. Avec Mathilde et Lucille, on a centré notre analyse sur 3 points. Comment les ordonnances ont été adoptées, donc c'est quoi leur trajectoire, quels sont les instruments et les mesures qui ont été mises en œuvre dans les différentes villes, et puis quels sont les effets qui ont pu être documentés.
Donc ça nous a permis d'identifier, et vous verrez sur la carte suivante, un ensemble de territoires et 8 villes pour lesquelles on a en particulier donc réalisé des sortes de petits profils qui retracent l'histoire et les effets des ordonnances de déconstruction. Donc on voit que c'est une dynamique assez récente, donc qui date de ces 15 dernières années, avec des précurseurs pour les villes qui avaient commencé à interdire ou réduire la mise en décharge des déchets du BTP, et puis qui a ensuite été largement inspirée et insufflée par l'adoption de l'ordonnance de déconstruction soignée à Portland en 2016. Donc à la suite de cette adoption, plusieurs villes ont également adopté des ordonnances de déconstruction comme Milwaukee, Palo Alto, Boulder, Pittsburgh, Boise, avec une inspiration directe de Portland, soit en reprenant des éléments de texte, soit avec des circulations d'experts donc, qui vont passer d'une ville à l'autre pour expliquer comment ça a été mis en place, pour faciliter l'adaptation et l'adoption des différents outils et instruments. Alors là, juste, Nelly, si je peux ajouter, c'est intéressant si on fait un parallèle avec le contexte français. Parce que si on regarde les dates, là, on est sur une tranche de 2010 à nos jours. Et nous, en Europe, on connaît la directive des déchets. Donc, il y a une prise de conscience autour de cette notion de déchets et d'évitement autour du déchet avec la directive européenne qui proposait de valoriser 70% à horizon 2020 des déchets. En France, ça a été uniquement mis en application par décret en 2015. Mais en 2010, le Code de l'environnement fait commencer à apparaître cette notion de déchets avec l'obligation d'un diagnostic déchets en 2011. Et puis, on a donc la mise en application en 2015 de cette directive européenne. Et nous, après, la loi AGEC, c'est 2020. Donc voilà, on voit que finalement, dans cette même tranche dans cette dizaine d'années, on a un peu quinzaine d'années, vingtaine d'années, on va un peu dans les mêmes directions sur cette notion de prise de conscience de déchets, etc. Voilà, micro-parenthèse, je te donne la main. Alors juste avant de plonger dans les ordonnances, ce qu'on a pu voir, c'est effectivement qu'il y avait une diversité de villes qui se saisissaient, qui adoptaient des ordonnances de déconstruction, diversité aussi bien en termes de taille. Donc vous voyez sur la droite des villes qui sont proches du million d'habitants, comme Seattle avec 770 000 habitants, ou San Antonio qui sont bien au-delà, mais des villes aussi très petites, à bien moins de 500 000 habitants, comme Palo Alto, qui n'en a que 67 000. Et puis avec des dynamiques démographiques différentes. Donc des villes qui sont attractives, en pleine croissance, comme Vancouver ou Seattle, et des villes au contraire avec des soldes négatifs, hein, donc qui font face à de la déprise, comme Boulder, Portland ou encore Milwaukee. Et puis des marchés immobiliers aussi totalement différents, parfois des biens qui valent plusieurs millions de dollars en moyenne, donc des très belles maisons à Vancouver, à des biens plus modestes ou plus dégradés dans les anciennes villes industrielles comme Milwaukee ou Pittsburgh. Ça veut dire que le contexte d'adoption des ordonnances de déconstruction soignée, il est vraiment très différent, et la conséquence, c'est qu'on va avoir, et ce qu'on voit sur la diapositive suivante, des problématisations qui sont très variées. Donc parfois, elles sont adoptées pour freiner la démolition et permettre la sauvegarde des matériaux, parfois pour limiter la production des déchets, donc quand on a des cas de saturation de certaines décharges, par exemple à Vancouver ou à Seattle. Dans d'autres cas, c'est plutôt la limitation des pollutions générées par la démolition, en particulier des poussières de plomb qui sont mises en avant, comme à Baltimore, à Portland ou à Milwaukee. Et dans d'autres territoires, c'est plus l'intérêt de la déconstruction pour générer de la valeur et de l'emploi sur le territoire qui est mise en avant, comme ça a été le cas à Milwaukee. À ces diverses problématisations, on a une diversité de porteurs. Donc le Bureau of Planning and Sustainability, parfois plutôt des départements déchets, parfois des départements de services de proximité. Ce qui nous a semblé particulièrement important à souligner, c'est qu'on a souvent une poignée de promoteurs, une ou deux personnes qui vont vraiment porter l'ordonnance, sa formulation et puis son adoption. Et plus souvent, une capacité à mobiliser une diversité d'alliés, donc à faire valoir les bénéfices multiples de la déconstruction, à ajouter par exemple les bâtiments historiques pour rallier les services du patrimoine, à mettre en avant la création d'emplois pour mobiliser des habitants. Donc c'est ce qu'on voit un peu dans les diapositives suivantes. Par exemple, à San Antonio, c'est vraiment la capacité à mettre en avant la déconstruction et la rénovation pour préserver des logements abordables qui a permis de faire coalition et de faire passer l'ordonnance de déconstruction soignée. À Vancouver,
on avait plutôt vraiment un enjeu autour de la réduction des déchets, tandis qu'à Boulder, il y avait une dynamique insufflée par la volonté de montrer qu'il était possible de déconstruire un hôpital et de réemployer les mêmes poutrelles en acier sur d'autres bâtiments, comme par exemple ici la caserne de pompiers. À Milwaukee, vous voyez sur la diapositive suivante la célébration de plus de 1000 déconstructions. Ça traduit une dynamique ancienne de déconstruction qui était plutôt portée par des particuliers, avec une trentaine de chantiers de déconstruction par an. Et l'adoption de l'ordonnance a été poussée pour essayer de systématiser la déconstruction, en particulier pour les chantiers portés par la municipalité, et ainsi la rendre plus systématique au-delà de la volonté des propriétaires privés. Je vais rajouter un mini truc, Nelly, notamment sur Boulder, parce que en fait, c'est vrai aussi que les États-Unis, c'est un pays où il y a énormément de bois, mais aussi ils ont énormément construit en métal, donc il y a un enjeu fort autour de la déconstruction du métal et la reconstruction, voilà. Donc ils ont aussi développé, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'illustrations autour du bois, de la construction de bois, mais ils ont aussi développé beaucoup de techniques autour de la déconstruction. Je sais que un acteur que j'avais rencontré à Portland, Dave Benning, il est aussi beaucoup autour de New York en ce moment parce qu'il travaille autour de la déconstruction. Alors, ils n'ont pas encore franchi le cap de l'ordonnance, mais voilà, c'est en cours. Alors pour rentrer dans le dur, merci Mathilde, pour rentrer dans le dur des ordonnances, finalement, d'un point de vue matériel, il s'agit de documents assez courts, hein, c'est des textes de 3 à 5 pages qui vont modifier les règlements municipaux et rendre la déconstruction soignée obligatoire, avec même des ordonnances modèles donc, qui ont été produites par différents promoteurs de la déconstruction et du réemploi et qui peuvent ensuite être facilement adaptées d'une ville à l'autre. Alors parfois, ça implique quand même un préalable qui est de découpler les permis de développement des permis de déconstruction et de démolition lorsque tout est mis ensemble dans un même permis de développement. Donc c'est par exemple, ce qui a été fait à Vancouver et qui leur a permis de pouvoir attribuer des permis précoces de déconstruction. Ce qu'il importe néanmoins de souligner, c'est que ces ordonnances de déconstruction, elles fonctionnent rarement de manière isolée. Elles sont environnées finalement d'un ensemble de mesures et de mécanismes qui vont permettre de généraliser la déconstruction. Et c'est ce sur quoi on va insister maintenant. Alors ces différents Ouais, je voulais instruments. juste, peut-être si je peux me permettre encore, c'est intéressant de voir comment certains se sont complètement appuyés sur l'ordonnance de déconstruction de Portland et puis d'autres s'en sont complètement affranchis. Donc parfois, il y a limite un copier-coller sur certains aspects et puis d'autres ont vraiment remouliné complètement à leur sauce. Voilà, ça a pu aussi être un point intéressant à étudier, de regarder les ressemblances entre les différents textes. Oui, tout à fait. Et non, mais surtout qu'il y a finalement ce qu'on en ressort, c'est quand même une vraie diversité, quoi. Chaque ville réadapte et va combiner de manière différente des instruments réglementaires pour obliger à la déconstruction ou interdire à la mise en décharge, des incitations financières sur la déconstruction, plus rarement sur le réemploi, plus souvent des remises fiscales sur les dons de matériaux, et puis également différentes modalités de soutien à la filière qui vont de la formation à la mise en place de magasins de matériaux ou la mise en réseau des différents acteurs de la déconstruction et de réemploi. Dans l'ensemble, ce qui nous a semblé important, c'est qu'il y avait cette même volonté d'accompagner l'obligation de déconstruction d'une dynamique de réduction des coûts de la déconstruction, avec l'idée que plus il y aurait d'acteurs, plus il y aurait une certaine compétition qui permettrait de réduire le coût de la déconstruction et puis aussi un gain de compétences, avec en parallèle des mécanismes pour faire augmenter le coût de la démolition. Alors ces différentes mesures, elles s'articulent différemment dans le temps. Donc Mathilde nous a montré un exemple à Portland qui montre bien que c'est pas juste un texte, c'est aussi des formations, de l'augmentation des exigences de démolition et puis des mécanismes de traçabilité et de contrôle pour suivre les chantiers. Alors tout ça a un coût pour les municipalités, pour les différents acteurs qui sont compensés dans la plupart des cas par un petit surcoût pour les permis de déconstruction, donc qui vont être de l'ordre de 300 à 500 dollars en plus, ce qui permet aux différents services de passer plus de temps sur l'analyse des dossiers et sur le suivi. Alors, on va revenir d'abord sur les mesures réglementaires et donc vraiment sur la partie du cœur des ordonnances de déconstruction qui la rendent obligatoire. Ce qu'on s'est rendu compte en regardant les différents textes et les différents cas des villes, donc sur la diapositive suivante, c'est que finalement, il y avait 3 critères de modulation de cette imposition. Elle portait rarement sur l'ensemble des bâtiments de l'ensemble de la ville. Souvent, les différentes villes vont faire varier l'âge des bâtiments,
pour laquelle la déconstruction devient obligatoire, la nature des bâtiments ainsi que leur localisation. Donc, par exemple, à Portland, la première ordonnance, ou la première phase de l'ordonnance portait ou rendait la déconstruction obligatoire sur les bâtiments construits avant 1917. À San Antonio, c'était avant 1920. Alors, le choix de ces dates, ça permettait de dire les bâtiments de plus de 100 ans au moment de l'adoption de l'ordonnance, mais c'est pas qu'un effet de communication, c'était aussi une idée pour le secteur de la déconstruction de réduire le nombre de bâtiments auxquels l'ordonnance s'applique afin de pouvoir répondre à la demande. Le deuxième critère de modulation, donc la nature des bâtiments, on a vu des villes qui ont adopté l'imposition uniquement sur les bâtiments résidentiels, comme Portland. D'autres, comme par exemple Palo Alto, l'ont étendu à l'ensemble des bâtiments, donc y compris commercial et y compris annexes tels que les garages. Donc c'est aussi une ville beaucoup plus petite. Et puis parfois, ça porte juste sur un quartier historique ou sur certains quartiers patrimoniaux. Parfois, c'est sur l'ensemble de la ville. Ces modulations, elles permettent de résoudre trois enjeux pour la filière de la déconstruction. D'une part, que ce soit faisable en termes d'implémentation. Donc, par exemple, pour San Antonio, débuter avec des bâtiments pré-1920, ça permettait que l'ordonnance ne s'applique que sur 3% des permis de démolition. Donc, environ 80 permis par an. Donc, le temps que la filière arrive à gérer 80 chantiers. Puis ensuite, ils ont repoussé cette date à 1940, ce qui permet d'inclure environ 180 permis de déconstruction par an. Donc c'est pareil à Portland, ils avaient commencé avec un tiers des permis tombant dans le périmètre de l'ordonnance, puis ils ont changé cette date progressivement pour arriver à deux tiers des permis devant faire l'objet d'une déconstruction soignée. Donc ça, c'est un deuxième enjeu, c'est l'enjeu d'une approche incrémentale qui peut être facilement adaptée sans avoir à réécrire tout le texte, mais juste en barrant la date et en la modifiant pour augmenter progressivement le nombre de bâtiments qui tombent dans le périmètre de l'obligation de déconstruction. Et puis troisièmement, euh, moduler la déconstruction. La modulation, elle a été faite en particulier par les acteurs de la déconstruction de manière à cibler les bâtiments avec les matériaux à plus forte valeur ajoutée, notamment les bois anciens, et à éviter les matériaux plus récents comme le placo, la laine de verre, le besson ou encore le PVC qui ont moins de valeur, notamment pour la filière réemploi, réutilisation. Donc le temps que cette dernière se muscle également. Le deuxième volet réglementaire qui est venu et qui existe en parallèle de cette imposition de la déconstruction, c'est celui d'une réduction ou d'une limitation de la mise en décharge pour les matériaux issus du bâtiment, qui va à nouveau être modulé selon la nature des matériaux. Donc parfois, ça va porter sur le bois, sur les briques, sur le béton, sur les métaux, selon la taille des chantiers. Donc avec par exemple des interdictions de mise en décharge pour des chantiers d'une certaine taille, donc de plus de 25 000 $. Et avec aussi des modulations d'objectifs selon la nature des bâtiments. Donc, par exemple, à Vancouver, une obligation de dévier 75% des matériaux hors de la décharge si c'est un bâtiment jusqu'à 1940, mais une contrainte plus forte, donc une obligation de réduction de 90% si c'est un bâtiment plus ancien, pré-1910. Donc ça a fortement poussé la déconstruction parce que ça impose le tri à la source et donc ça remet en cause la démolition des bâtiments. Ça s'accompagne aussi de plans de gestion des déchets, de plans de recensement des matériaux qui vont pouvoir ensuite faciliter du coup, l'estimation de la valeur de ces matériaux et encourager à la déconstruction soignée et au don de matériaux. On a aussi observé dans certaines villes des remises du coût de la mise en décharge pour les titulaires des permis de déconstruction. Donc ça, c'est par exemple le cas à Vancouver. Il y a 50% de remise si vous avez un permis de déconstruction pour ce qui va être du coup de votre coût de mise en décharge, ce qui permet de compenser la différence de coût entre la démolition et la déconstruction. Donc ces deux instruments plutôt réglementaires, ou ces deux impositions, elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour rendre la déconstruction moins coûteuse ou comparable au coût de la démolition. Donc ça s'accompagne aussi de mesures financières. Et ce que vous allez voir sur la diapositive suivante, c'est ce qui est sans doute aussi plus familier de ce qu'on peut trouver en France, avec notamment des aides financières à la déconstruction soignée, donc des bourses de 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 $ pour des acteurs qui souhaiteraient se lancer dans un projet de déconstruction. Donc la plupart de ces bourses portent vraiment sur la déconstruction. On a vu moins de soutien à l'incorporation des matériaux de réemploi, que ce soit dans la rénovation ou dans les projets neufs. On a aussi vu des incitations en temps. Donc, par exemple, à Vancouver, des permis précoces de déconstruction, donc qui permettent de gagner 15 jours sur les calendriers par rapport à une démolition, ou alors un rallongement des délais de la démolition, par exemple à Portland, qui vont permettre de compenser le temps nécessaire à une déconstruction manuelle ou semi-mécanique des bâtiments.
En fait, Nelly, ce que je trouvais aussi intéressant à souligner, c'est qu'ils ne se contentaient pas forcément d'une mesure réglementaire, mais parfois ils ajoutaient plusieurs mesures réglementaires, ce qui, d'une certaine manière, coinçait en fait l'opérateur à être obligé d'atteindre les objectifs. C'est-à-dire qu'à la fois, ils mixaient un système de il faut valoriser 3 flux matériaux en réemploi, plus un pourcentage de tonnes en réemploi. Si bien que les deux mélangés, quelque part, on n'avait pas moyen finalement de faire autrement. Et dans ces incitations financières, il y avait aussi quelque chose d'intéressant, c'était en fait, ils proposaient de déposer des chèques de caution aux entreprises qu'ils récupéraient au prorata des résultats qu'ils avaient réussi à obtenir. Alors super Mathilde, tu nous as spoilé la diapo suivante. Ah Mais mince! effectivement, Ah non, bon? non, très 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 bien. Il y a deux autres éléments qui sont très importants d'un point de vue financier, mais je vais commencer par le deuxième parce que on a trouvé ça innovant. Alors beaucoup de personnes vont nous détester pour ça, mais c'est ce mécanisme de dépôt de garantie qu'on a notamment vu piloter à Vancouver et qui consiste effectivement à demander aux porteurs de projets de déposer ici un dépôt de garantie de plus de 14 000 dollars qui est restitué en fin de chantier s'il y a bien eu déviation des matériaux hors de la décharge. Et donc, orientation vers le réemploi, vers la réutilisation ou vers le recyclage. Alors, je vous ai mis ce petit tableau qui est adapté d'un article comparatif pour vous montrer qu'il y a différents mécanismes, soit un coût, une valeur fixe soit des valeurs qui sont calculées selon la taille des chantiers et qui peuvent être conséquentes, puisqu'elles ont été parfois plafonnées à 50 000 dollars. Donc, ça permet vraiment d'inverser la responsabilité. Il ne s'agit plus de déconstruire et de voir si les matériaux ont de la valeur. Il s'agit de mettre de l'argent de côté au début, puis de la récupérer une fois qu'on a bien réorienté les matériaux. Ça se couple aussi avec un mécanisme qui est très important aux États-Unis notamment, qui est celui des déductions fiscales avec des magasins de matériaux et des centres de réemploi qui sont reconnus par l'IRS, donc l'Internal Revenue Service, comme éligibles aux déductions d'impôts. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'un don de matériaux d'une valeur, par exemple, de 60 ou de 92 000 dollars va conduire ensuite à une réduction d'impôt d'environ le tiers, c'est-à-dire 32 000 dollars. Donc, d'un point de vue de calcul mental, les acteurs ont conclu souvent que du coup, la déconstruction devient avantageuse et même vraiment bénéfique par rapport au coût de la démolition si la valeur des matériaux est 3 fois supérieure au coût de la déconstruction. Donc, par exemple, si votre déconstruction est chiffrée à 20 000 dollars, si vous avez 60 000 dollars de matériaux, et ben la remise d'impôt compensera le coût de la démolition, enfin, de la déconstruction par rapport à la démolition. Alors, avec néanmoins des points de vigilance, d'une part, ça dépend de la qualité des matériaux, et ça a pu être une mauvaise surprise dans certaines villes comme Milwaukee, où ils estimaient qu'il y aurait au début peut-être plusieurs dizaines de milliers de dollars par matériau, mais dans des cas de bâtiments très dégradés comme ceux que vous voyez, la valeur réelle des matériaux après dégradation, elle était plutôt autour de 8 000, 15 000 dollars. Donc ça fait des retours en termes de réduction d'impôts qui sont moins importantes. Ça marche pour des acteurs privés qui payent des impôts. Ça marche moins pour des municipalités qui elles-mêmes ne sont pas éligibles en fait aux déductions d'impôts. Et puis les acteurs du réemploi mettent aussi l'accent sur le fait que ça dépend de la qualité de la dépose et des matériaux qui leur sont apportés. Donc parfois il y a des diagnostics qui sont gonflés au début, puis qui correspondent pas aux matériaux qui sont proprement déposés et cédés, ce qui fait que la valeur réelle peut être moins grande. Et donc ils attirent l'attention sur l'importance des experts évaluateurs qualifiés dans ce processus-là. Donc ça, ce sera pour les instruments financiers. Il y a aussi un ensemble d'instruments filières qui, à nouveau, je pense, vont recouper ce qui peut se faire en France. Mathilde, tu me diras, mais il y a notamment tout ce qui va être mise à disposition de terrains ou de locaux pour des centres de stockage et de revente de matériaux. Donc, par exemple, tout en bas à gauche, vous avez une ancienne base aérienne à San Antonio qui a été reconvertie en Material Innovation Center sur lequel vont se tenir les formations, vont pouvoir être stockés les matériaux. La mise en place de projets de déconstruction pilote par les différentes villes qui leur permet généralement de produire aussi des données sur le coût, la faisabilité de la déconstruction et puis de mettre en réseau les acteurs. Des formations, souvent couplées à des dynamiques d'inclusion et d'insertion et qui vont aller prendre en charge ces formations, parfois compenser les personnes qui suivent les formations jusqu'à prendre en charge un salaire, des coûts de transport, des frais de garde, notamment pour promouvoir l'emploi des femmes dans la déconstruction et puis des minorités discriminées, et qui vont ensuite les mettre
en relation avec des entreprises de démolition pour s'assurer que ces compétences, elles passent bien dans les différentes entreprises qui exercent dans les villes. Et enfin, aussi un gros travail de mise en réseau avec la mise en visibilité des entreprises de la déconstruction sur les sites sur les sites des villes, donc des catalogues qui sont envoyés aux personnes qui cherchent à démolir ou à déconstruire, et puis inversement, des diagnostics préalables avec photos intérieures-extérieures qui sont envoyés directement aux entreprises de déconstruction afin qu'elles se positionnent. Donc c'est ce qu'on a vu à Boise, elles ont 4 jours pour manifester leur intérêt. Donc à nouveau, ça inverse aussi la charge de travail. On n'a plus des entreprises de déconstruction qui doivent prospecter des chantiers. On a des listes de chantiers qui arrivent aux entreprises de déconstruction qui peuvent alors signaler la valeur ou la faisabilité de leur intervention. Donc ensemble, c'est des instruments qui vont permettre la mise en œuvre et le déploiement de ces ordonnances de déconstruction. Euh, donc pour revenir sur les effets, c'est très difficile d'avoir une vision complète des effets. Donc c'est en partie lié à notre approche, hein. On est dépendant de ce qui a déjà été publié, de ce qui a été médiatisé, de ce qui a été documenté. Mais on peut voir dans la plupart des villes une augmentation du nombre de déconstructions des personnes formées et des entreprises. Donc Mathilde mentionnait à Portland le passage de 2 entreprises de déconstruction à plus de 17. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres villes, avec voilà, une dizaine, 5 magasins de matériaux autour de Seattle, le passage de quelques déconstructions anecdotiques à plusieurs dizaines par an, donc 45 permis de déconstruction depuis 2020 à Boulder, 60 permis de déconstruction en 2022 à Palo Alto, 112 déconstructions à San Antonio entre 2022 et 2024. Donc une augmentation du nombre, une augmentation des centres et des magasins de revente, et puis pour ceux qui suivent la réduction des mises en décharge des matériaux du bâtiment, des réductions de ces différents flux dans les décharges. Alors, il importe quand même de souligner que c'est des augmentations qui sont modestes. Donc, à l'opposé de ce qu'on pourrait penser, l'obligation de déconstruction, elle ne conduit pas à une transformation radicale et massive. C'est quelque chose d'assez progressif. C'est quelque chose aussi d'assez progressif en termes d'emploi. Donc, on n'a pas, et je reviendrai dans les limites suivantes, ça ne crée pas des milliers d'emplois dans ces villes non plus. La seule ville, et on pourra y revenir, où il y a eu une réception beaucoup plus compliquée ou mitigée, c'est la ville de Milwaukee, où il y avait une trentaine de déconstructions pré-ordonnance et l'ordonnance a été bloquée, donc n'a pas réussi à se déployer pour un ensemble de raisons, mais en particulier une configuration spécifique où c'est la ville qui est propriétaire de plus de la moitié des logements vacants. Donc les surcoûts de la déconstruction sont directement portés par la municipalité et ça a pu faire bloquer un ensemble de chantiers ainsi que voilà, plusieurs éléments, mais je vais revenir dessus dans la diapo suivante qui est celle des limites. Donc ces limites, c'est à la fois les limites de l'approche aux États-Unis, mais aussi les limites de notre étude. Donc on est, comme je vous disais, tributaire de ce qui a été documenté. On a assez peu de nuances, notamment sur la manière dont les personnes qui travaillent dans la déconstruction vivent ces transformations. Est-ce que ça a amélioré leur qualité de travail? Est-ce que deviennent les matériaux déposés? Donc tout ça, c'est un ensemble de choses où on n'a pas beaucoup de recul, notamment sur les volumes d'activité, les revenus de ces différentes entreprises. Dans beaucoup de communication et de suivi, en fait, on a une focalisation sur la réduction de la mise en décharge, et ça conduit à assimiler le recyclage, la réutilisation et le réemploi. Et donc, la quantification des tonnes de matériaux déviés fait qu'on ne sait pas finalement la quantité de tonnes de matériaux qui ont été réemployés. Et les différents acteurs, ce qu'on sait, c'est le retour des acteurs de la déconstruction, et eux, ils disent qu'il y a un manque de soutien au réemploi et à la réintégration des matériaux, que c'est ça qui les limite dans la déconstruction. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas forcément porteurs de plus de déconstruction tant qu'il n'y a pas une capacité à absorber et réintégrer ces matériaux, sinon ils vont saturer les centres de matériaux. Le troisième point, c'est qu'on voit quand même un impact modeste en termes de création d'entreprises et d'emplois. Et donc ça, c'est un paradoxe, c'est que les promoteurs de la déconstruction vont avoir tendance à mettre en avant ces bénéfices en termes de création d'emplois, en mettant en avant par exemple que c'est 6 fois plus d'emplois pour une déconstruction par rapport à une démolition. Mais quand on passe à l'échelle d'une ville, ce qui est vrai à l'échelle d'un chantier ne se multiplie pas directement. Donc il n'y a pas 6 fois plus. Il n'y a pas 6 000 emplois qui sont créés. S'il y a 1 000 déconstructions, on parle à chaque fois d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'entreprises, d'une cinquantaine ou d'une centaine d'emplois dans la déconstruction pour ces différentes villes.
On a aussi une limite qui est liée à un intérêt pour des matériaux nobles et des préoccupations pour des matériaux avec moins de valeur. Donc ça inquiète en particulier le secteur de la déconstruction. Qu'est-ce qui va se passer si la déconstruction est imposée à des bâtiments plus récents où il y a moins d'intérêt, notamment pour le bois? Et puis, des limites qu'on a pu voir de l'approche, c'est quand il y a vraiment une superposition de contraintes. Donc ça, c'était le cas de Milwaukee. En plus de rendre la déconstruction obligatoire, il fallait qu'elle soit obligatoire selon les critères d'inclusion de la ville, qui impliquent par exemple que 40% des heures ouvrées soient réalisées par des résidents au chômage ou sous-employés. Donc ça impliquait que les entreprises de déconstruction qui remplissaient pas forcément ces critères devaient faire des alliances avec d'autres entreprises qui remplissaient ces critères pour répondre à des appels d'offres qui étaient très élevés puisqu'ils avaient fait des paquets de 15 à 50 propriétés à déconstruire en même temps, ce qui rendait le tout beaucoup plus lent et une temporalité qui était politiquement sensible dans une ville où il y avait beaucoup d'appels à la démolition des logements insalubres. Donc, ces superpositions de contraintes dans des villes particulières, ça a pu mettre un arrêt aux ordonnances de déconstruction. Moi, je voudrais juste revenir sur quelques points, notamment sur la notion de création d'emplois. C'est vrai que on s'attend peut-être à la création d'emplois, mais moi, je pense surtout qu'on est vraiment sur de la transition socio-écologique des territoires et donc des emplois qui vont avec une adaptation, une anticipation à l'adaptation potentiellement des métiers de demain aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que aussi, même à Portland, où peut-être c'est une des villes qui est aussi la plus documentée en termes de résultats, parce qu'il parle aussi un peu d'empreinte carbone, ils arrivaient au constat en 2023 qu'il fallait stimuler l'intégration des matériaux de réemploi. Et c'est là que c'était intéressant parce que moi, j'arrivais avec tout notre bagage français et notamment, on était dans le projet FCRBE à ce moment-là avec les guides d'intégration sur de la commande publique, mais c'est là où ils étaient plus frileux à aller sur la commande publique à Portland, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres villes. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir comment, ce que j'avais pu analyser aussi, c'est que ça devenait quelque chose de presque culturel d'aller récupérer les matériaux. La ville était ponctuée de magasins de matériaux de réemploi avec en grosse majorité en effet du bois, mais on retrouvait beaucoup de luminaires, de portes, de toilettes, de fenêtres, etc. Mais c'est vrai que spontanément, les gens allaient refaire un bar avec des matériaux de réemploi, bricoler chez eux avec des matériaux de réemploi. En fait, c'était vraiment l'échelle du particulier qui était beaucoup plus impactée et pour lequel il y avait un automatisme culturel. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie derrière d'aller travailler à une échelle plus fine sur les territoires pour aller assimiler ça à quelque chose de plus culturel aussi, de choisir du réemploi d'abord avant de privilégier du neuf. Et ça qui était intéressant d'identifier. Voilà. On va prendre vos questions. Peut-être je peux arrêter le partage d'écran pendant ce moment. Merci à toutes les deux. Nelly et Mathilde, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées, très, très riches. On va vous laisser la parole, bien évidemment, pour vos questions. On peut peut-être débuter par celle qui avait été posée directement dans le formulaire d'inscription. Alors, la première, c'était quelle est la réglementation aux USA pour la dépose soignée? Je pense que vous y avez répondu grandement toutes les deux. C'était plutôt incitatif ou répressif. Donc, je ne sais pas si Mathilde, tu veux revenir sur ces dynamiques. Elles sont les deux, en fait, aux États-Unis, comme l'a montré Nelly. À la fois, on va avoir des mesures incitatives qui sont plutôt de l'ordre financier ou de réduction du temps. Donc, derrière, ça a un impact évidemment financier. Et finalement, les répressives, elles peuvent être aussi financières ou même, en fait, elles sont financières dans le sens aussi où elles ne permettent pas d'accéder à des marchés à partir du moment où on ne propose pas de la déconstruction soignée. Donc, en fonction de la maturité des territoires, on va avoir des mesures incitatives. En fait, ce qu'on a vu notamment à Portland, mais Nelly, je veux bien que tu complètes aussi avec les autres villes analysées. Portland, ils sont d'abord passés par des mesures incitatives avant d'arriver à quelque chose d'obligatoire. Parce que derrière, il ne suffisait pas simplement de mettre en place une ordonnance, il fallait former les protagonistes, il fallait sensibiliser. Il fallait construire la chaîne d'acteurs, sachant qu'on ne partait pas de rien à Portland. On avait déjà sur place 2 magasins de matériaux de réemploi avec des gens qui savaient déjà faire de la déconstruction soignée, puisque ça faisait partie de leur pratique depuis 1990. Tu veux compléter juste, Nelly, avec les autres villes? Non.
Euh, je reprends la main pour une autre question qui avait été posée. Ça répondra peut-être aux questions que j'ai vues qui ont été posées à l'instant. Comment transposer ça sur notre territoire, notamment avec une culture différente, avec des tailles de villes différentes, avec Mm. une politique différente. Donc là, je réenglobe un peu plus. C'est peut-être la question à 1 million, mais voilà, bon courage. Alors évidemment, nous, on n'a pas ce pouvoir d'action local. En termes de législation, on peut pas être au-dessus des lois nationales. Mais en revanche, ce qu'on peut mettre en place, c'est des mesures incitatives, a priori, mais dans la mesure de ce qui est acceptable au niveau des lois. Donc, ça peut être par un système de subventionnement, comme peut le faire aujourd'hui les éco-organismes d'une certaine manière en proposant des appels à projets. Alors là, je parle pour le réemploi en général. Mais moi, je vais vous montrer peut-être un petit peu ce qu'il est prévu dans les étapes suivantes pour, en fait, suite à ce travail d'analyse et recherche avec le tri, il y a plusieurs étapes qui sont prévues après pour nous permettre un petit peu de passer à l'action. Donc, vous voyez, on a étudié ces ordonnances de déconstruction. Maintenant, on va regarder un petit peu, on va analyser ça aussi au regard du contexte français, à la fois du code de l'urbanisme, code de l'environnement. Et derrière, tout à l'heure, je vous parlais d'ateliers de mobilisation de villes et de villages. Donc là, j'ai changé d'échelle par rapport à l'agglomération sur lequel se déroule ce projet Astral pour aller directement au cœur des villes et des villages et travailler avec elles autour d'un atelier dédié à la déconstruction soignée, accompagné par l'ODAP hein, qui, eux, s'occupent du PLUI et du SCOT sur toute l'agglomération, et puis deux juristes spécialistes dans le code de l'environnement, du code des marchés publics. Là, c'est vraiment un atelier exploratoire, un atelier de qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire, voir si elles essaient toutes, parce qu'en effet, il y a des villes et il y a des villages, donc elles n'ont pas toutes. En fait, la particularité du territoire du Pays Basque, de l'agglomération du Pays Basque, c'est qu'on a un front côtier très urbanisé, et puis derrière. Ça va loin dans l'arrière-pays avec un territoire beaucoup plus rural, donc c'est très intéressant de voir aussi deux dynamiques très différentes et on a l'occasion là de pouvoir expérimenter ça sur deux types d'urbanité. L'idée, c'est d'expérimenter ça pendant 1 an, peut-être plus. On va voir comment ça se passe, on va voir ce à quoi on aboutit aussi, pour derrière ensuite pouvoir commencer à monter via ce retour d'expérience et ces retours d'analyse un début de plaidoyer autour de la déconstruction soignée systématique de certains bâtiments dans certains contextes, dans le meilleur des cas. Hein. Merci Mathilde. Je pense que ça répond, je suis en train de regarder vos questions en même temps, à pas mal de questions qui se recoupaient de certains d'entre vous. Il y a une question qui a été posée sur est-ce que les magasins de réemploi aux États-Unis parviennent à trouver un modèle économique durable? Question intéressante. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de ce que... Nelly, franchement, je serais curieuse de voir si tu as pu voir des indications à ce niveau-là. Je vais vous parler de ceux que je connais à Portland. Les premiers magasins de matériaux qui sont nés, notamment le Rebuilding Center qui est né en 1990, à la base, il a été mis en place pour soutenir une communauté dans laquelle il y avait eu un drame qui s'était passé et il fallait trouver un moyen de recréer de la convivialité et de financer des événements notamment. Donc, voilà, son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Il a monté ce Rebuilding Center parce qu'en fait, lui, il savait faire de la déconstruction soignée. Il a toujours été, il avait la culture de la récup, comme il disait. Et donc, il a monté ce magasin qui avait comme vocation à financer des événements. Donc, en fait, on était sur une association avec un modèle économique qui était celui d'une association, mais qui tournait avec beaucoup de bénévoles et avec déjà des gens en insertion du quartier, justement, pour les aider à retrouver un emploi. À mon sens, eux, ils ont trouvé leur modèle économique parce que vous verriez la diversité aussi des services qu'ils proposent. Ils proposent des prix adaptés, un peu comme peuvent le faire aujourd'hui les compagnons bâtisseurs via Solibat, en fonction des typologies des revenus des gens. Il y en a pour qui c'est presque gratuit les matériaux, il y en a d'autres qui vont payer. Ils proposent des ateliers réparation, toilettes, etc., des conférences. Il y a une adhésion. Et puis, voilà, il gravite tout un tas de personnes autour de ce lieu qui, à mon sens, lui, a trouvé son modèle économique parce qu'après, on est aux États-Unis, donc on a des dons.
et des financeurs extérieurs qui soutiennent et qui permettent de les aider à soutenir un modèle économique. C'est vrai que c'est une autre culture, hein. Faut comprendre que les subventions publiques, elles n'existent quasiment pas. On n'est que sur des systèmes de fondation. Et chez eux, c'est très culturel, hein. Ça date de Rockefeller. Pour eux, c'est culturel et c'est du mécénat. Et en fait, on est un bon Américain aussi si on finance des œuvres caritatives à droite à gauche. Donc les gens avaient conscience de ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un mécénat qui est beaucoup plus important aux États-Unis, qui fait partie du modèle économique. Donc on a ces types de structures plutôt associatives qui ont une dimension sociale très forte. Et puis de l'autre côté, on a d'autres structures qui vont sélectionner uniquement le bois, comme par exemple Lovett Déconstruction, qui est aussi une des premières entreprises à vendre du bois de réemploi. Et donc là, qui sont sur du matériau assez qualitatif et qui du coup arrivent à trouver un modèle économique parce qu'ils vendent du superbe bois, du parquet, etc. Voilà. Donc je dirais qu'on a un peu ces deux typologies-là. On a vraiment cette dimension sociale, communautaire, locale du magasin et de l'autre. Mais franchement, globalement, j'ai trouvé qu'ils avaient une dynamique aussi sur des stratégies de prix super intéressantes avec des systèmes de réduction à gommettes, etc. C'est vrai qu'ils travaillent beaucoup leur modèle éco. Et aussi, Portland, c'est la culture aussi de la récup parce que les gens déposent parfois dans la rue des choses et en fait, c'est récupéré. Il y a énormément de boutiques d'habits, de vêtements, d'objets de réemploi. Ils sont vraiment dans cette culture-là. Donc, il y a un automatisme peut-être qui est présent en tout cas. Voilà, je ne sais pas si est-ce que tu veux compléter sur des choses que tu aurais vues, Nelly, peut-être? Ouais, il y a notamment les travaux de. Enfin, c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est un vrai enjeu et sans doute le nerf de la guerre pour les filières déconstruction et réemploi. Il y a des travaux de notamment Nicolas Lynch, Lynch, donc qui a comparé sur plus de, je crois que c'est 17 centres de réemploi de matériaux et qui va vraiment dans le sens de ce que tu disais, Mathilde. Il montre l'importance de la diversification des activités, donc au-delà de la revente de matériaux, des lieux de formation, des lieux d'accueil de conférences, donc vraiment de diversifier les sources de revenus pour être viable économiquement, parce que la revente des matériaux est rarement suffisante pour ces centres. Qui du coup deviennent des centres culturels et vont bien au-delà. Donc ça montre aussi que les enjeux de circularité vont bien au-delà juste de la circularité matérielle. Ça reste compliqué, notamment dans les villes où le foncier est très élevé. Donc c'est par exemple le cas de Palo Alto, qui est sans doute la ville qui a adopté l'ordonnance de construction qui touche le plus de choses et qui pourtant n'a pas de magasin de réemploi de matériaux du fait du prix du foncier. Et donc tous les matériaux vont aller circuler vers des magasins ou d'autres structures qui sont à l'extérieur dans des municipalités où ça coûte moins cher. Donc là, ça pose aussi des questions donc, qui ont été cadrées sous la forme de justice ou d'injustice environnementale quand on exporte les matériaux dont on ne veut plus. On ne veut plus parce que la désirabilité dans ces villes-là reste le neuf. Et là, on n'a pas de culture du réemploi qui a prise pour l'instant. Ça, c'est pour les Merci, centres de matériaux. merci Nelly pour les compléments. Je pense que vous avez fait une réponse très complète à toutes les deux. J'ai encore une question, les filles, jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'ai Antonia qui demande, concernant une transposition en France, est-ce que vous avez pensé à regarder du côté déduction fiscale, comme pour l'alimentation, loi Garot 2016, qui permet une réduction de 60% du prix d'achat des denrées? Ces aliments sont ensuite donnés à des assos, notamment via la banque alimentaire et peut-être une piste pour les PMCB. Eh ben, c'est une très bonne piste qu'on va noter parce que pour le moment, on est vraiment au démarrage de ces recherches. En effet, en fait, il y a des mécanismes qui se passent ailleurs. Moi, j'avais déjà regardé ça aussi sur les histoires de souveraineté alimentaire dans les modes de fonctionnement ou notamment aussi, en fait, bizarrement, le fait d'aller chercher sur d'autres filières. Je trouve ça en effet très intéressant, voir ce qui se fait dans d'autres filières. J'y pensais aussi sur la notion de mesure d'impact, voir comment elles étaient utilisées ailleurs pour voir qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour le réemploi, parce que comme souvent dans ces mesures un peu nouvelles, même si ça existe depuis toujours, ben, on a besoin voilà, de reproduire des outils de mesure ou de calcul ou de dispositifs qui peuvent... Et donc, on a besoin d'aller chercher ailleurs, donc on le note, c'est très intéressant et on verra. En effet, sur la déduction fiscale, il y a quand même aujourd'hui... notamment, je sais que ça se fait beaucoup sur le mobilier, des dons qui peuvent être défiscalisés, des dons de mobilier, de bureau notamment, voilà, il y a une défiscalisation possible déjà à partir du moment où la maîtrise d'ouvrage remplit son bon.
Voilà. Et souvent, c'est ceux qui récupèrent qui créent le bon de défiscalisation pour les maîtrises d'ouvrage. Donc, il y a des choses déjà qui se font. Moi, j'ai pas eu l'expérience de le faire avec des matériaux de réemploi, cette défiscalisation. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont déjà l'expérience de l'avoir fait. Je sais que ça se fait beaucoup pour le mobilier. Voilà. Merci Mathilde. Encore une question. Cool. De Salomé, alors qui dit que Portland est bien connu pour sa forte identité militante. Ouais. Et est-ce que le cas un peu unique de la ville de Portland serait pas lié à cette culture militante un peu hors circuit qui permet d'impulser la dynamique des constructions, réemploi, etc. Oh bah si, c'est certainement du coup, en fait c'est multifacteur hein, comme toujours. Et puis surtout, c'est un acteur, deux acteurs qui vont soudainement se saisir un peu du sujet. Donc on a d'un côté, voilà, c'est Shane Wood qui a monté le Rebuilding Center à Portland. On avait d'un côté, non, c'est pas Shane Wood, c'est Shane Endicott et c'est Shane Wood du Sustainable Development qui lui s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire, il faut pas qu'on laisse ces gens... voilà, et grâce à leur présence sur le territoire, eh bien, il y a une dynamique qui a pu être lancée et amorcée. Et bah, vous voyez bien aussi aujourd'hui, en fait, sur le territoire français, souvent il y a une dynamique qui est lancée, et c'est vrai que c'est grâce à des acteurs qui s'engagent qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà. Je pense qu'en effet, il y a cette dimension militante qui encourage, qui engage, et puis derrière, il y a un écosystème qui suit, ou pas, d'ailleurs. Oui, qui suit plus ou moins, mais c'est vrai que c'était intéressant du coup d'aller au-delà de Portland pour voir des villes qui sont moins militantes où a priori cette culture est moins instaurée et de voir que c'était quand même possible à condition, et c'est sans doute quelque chose qui est vraiment important, d'avoir quand même des bonnes études préalables qui Oui. permettent de voir où en est la ville, est-ce qu'il y a des entreprises qui savent faire de la déconstruction, quelle serait leur capacité à absorber combien de chantiers, combien ça coûterait, et puis où vont les matériaux une fois déposés. Donc d'avoir réfléchi à anticiper aussi ces plateformes de stockage ou ces plateformes de revente. Et que cette analyse-là, bah, elle doit être faite pour pouvoir ensuite passer à une ordonnance ou passer à une systématisation, parce que si c'est pas fait, bah, du coup, il y a une impossibilité de répondre. Et donc là, ça crée des délais ou des blocages qui politiquement peuvent être très sensibles. Il y a du coup des élus qui vont voir leur tête tomber si jamais c'est pas, ça s'articule pas bien. Et avec un gros enjeu, donc une possibilité que ce soit des grosses villes, mais aussi des toutes petites villes, mais une gros enjeu de bien regarder aussi quelle est la structure du marché immobilier, c'est-à-dire qui va absorber le surcoût de la déconstruction. Est-ce que c'est les propriétaires privés? Est-ce qu'on est dans des contextes où il y a suffisamment d'argent pour que 10 000 € en plus, ce soit indolore? Ou est-ce qu'on est dans des contextes où c'est très sensible? Et là, il faut vraiment avoir réfléchi qui va porter le coût supplémentaire de la déconstruction ou comment il va être soutenu. Oui, et clairement, les villes qui n'ont pas fait cette analyse en préalable de leur tissu filière locale et compagnie, ça a été un échec. En fait, ceux qui ont repris texto ce qu'a voulu faire Portland sans comprendre l'historique de Portland, la présence de magasins de matériaux de réemploi, etc., ben, ça a été un échec de tenter de la mettre en place. Donc, clairement, on est sur quelque chose de plus complexe. On est vraiment sur la création d'un écosystème avec des éléments moteurs qui vont pouvoir les aider à mettre en place ça sur un territoire. Allez, une dernière question. Ouais. Je pense qu'on aura fait pas mal le tour et si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail. Dernière question. Est-ce qu'aux États-Unis, ils rencontrent des difficultés comme en France, il y a la qualification des matériaux au test et à la validation par les bureaux de contrôle? Ou est-ce qu'un point de vue normatif, ça semble plus simple aux USA? Bah alors après, nous, en fait, les États-Unis s'intéressent beaucoup à la déconstruction, beaucoup moins à l'intégration. Nous, les blocages qu'on va avoir en France, c'est principalement au moment de l'intégration des matériaux de réemploi avec, dans des projets neufs ou de la réhabilitation. Et c'est là où justement ça s'arrête parce qu'en fait, ces matériaux, finalement, ils sont beaucoup plus destinés à un marché privé, de maisons, de cafés et de bars et d'aménagements. Après, en effet, ils ont réutilisé notamment ils ont réemployé notamment les charpentes métalliques là, dans le cadre de l'hôpital qu'a montré Nelly. Et là, alors à ma connaissance, ils n'ont pas rencontré de difficultés. Mais après, ils avaient fait appel à le grand spécialiste. Enfin, Nelly, tu m'arrêtes si je me trompe. En fait, finalement, bon, en tout cas, pour terminer juste moi sur mon intervention, sur la partie intégration, j'ai moins entendu parler de ces sujets-là. Simplement parce qu'en fait, ça touche peu la commande publique,
ça touche peu les grosses constructions. En fait, les bâtiments de bureaux ou quoi n'intègrent pas ces matériaux de réemploi. C'est le particulier qui va l'intégrer au sein de ses chantiers et qui vont donner un cachet. Ouais, tout à fait d'accord. On a beaucoup, beaucoup moins de visibilité sur ces enjeux de requalification et comment est-ce qu'ils font. Est-ce que c'est parce qu'on l'a pas vu, parce que c'est hors du périmètre de l'étude, mais ça m'étonne parce qu'on a quand même cherché hein, Ouais. qu'est-ce qui pouvait soutenir le réemploi des matériaux. Est-ce que c'est, comme le suggère Mathilde, parce que ça va dans du particulier de l'autoconstruction et donc là, c'est plus un savoir-faire tacite sur les matériaux qui est mobilisé. En tout cas, c'est sûr que si le réemploi doit se généraliser, ça va poser problème et que ça me semble pas encore réglé, en tout cas d'après ce qu'on a pu voir. C'est aussi la limite voilà, du travail à partir des sources secondaires et qui pourrait justifier des entretiens pour aller vraiment comprendre Ouais. comment les matériaux ont pu être réemployés. Super. Je vous propose qu'on termine là-dessus. Je vous laisse le mot de la fin à toutes les deux. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par mail. Vous avez notamment tous mon mail. Donc, je ferai parvenir à Nelly et Mathilde pour la suite. Oui, après juste, je repense à quelque chose avec Dave Benning. En effet, lui, il remettait en œuvre. En fait, le sentiment que j'ai, mais alors c'est vraiment plus intuitif, moins. Enfin, ça n'a pas été forcément documenté, mais c'est qu'il y a quand même, notamment sur le bois et le métal, une culture très forte avec des savoir-faire qui existent depuis toujours. Et c'est presque comme si le réemploi était quelque chose quand même, notamment du bois, qui faisait depuis toujours. Donc, c'est culturel aussi. Donc, peut-être que avec ça, il y a moins de freins assurantiels à la remise en œuvre d'éléments, notamment structurels. C'est une hypothèse. Oui, hypothèse qui irait dans le sens de ce que voyait Lucille aussi, il y a toute une alternative entre la déconstruction et la réhabilitation, qui est aussi le déplacement de maisons. C'est vrai que Oui, les bâtiments et les matériaux ont une valeur qui est vue dans la longue durée, quoi. Et est-ce que c'est le mot de la fin, Mathilde? Merci à tous et à oui, toutes. bah oui. C'est super, merci beaucoup. Merci à tout le monde, Nelly, Merci beaucoup d'avoir été aussi Elisa. nombreuses et nombreux.